Donc sans plus attendre, on va commencer par la première présentation. Je vais demander à François Cadudal de venir présenter l'analyse rétrospective de l'évolution du marché mondial des viandes de volaille et des dynamiques émergentes. Vous avez la parole pour 25 minutes. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier une personne en particulier qui n'a pas encore été remerciée, c'est Pascal Magdelaine, d'une part pour m'avoir proposé de traiter ce sujet absolument passionnant, et dans un second temps, et je dis bien dans un second temps, de m'avoir permis de rejoindre son équipe à l'Italie. Concernant la production de la viande de volaille, elle a connu une forte croissance depuis les années 70, avec une croissance d'environ 5% de par an en moyenne, et pour atteindre en 2015 environ 115 millions de tonnes, à quasi égalité avec la viande de porc, qui était jusqu'à présent la première viande produite dans le monde. La croissance de la production d'une part et la croissance de la consommation d'autre part a été inégalement répartie à travers le monde, entraînant des déséquilibres offre-demande croissants et le développement d'un commerce international. En 1990, c'était 4% de la production mondiale de viande de volaille qui était échangée. En 1996, 10%. Et depuis 2006, on tourne aux alentours de 12%. Et ce ratio est stable depuis. Ce qui fait qu'en 2015, le commerce mondial, c'était à peu près 13 millions de tonnes équivalent carcasse de viande de volaille échangée pour une valeur d'environ 19 à 20 milliards d'euros. Voilà. Cet exercice que je vais vous présenter consiste à une mise en perspective des grandes tendances mondiales du secteur de la volaille de chair et des grands équilibres offre-demande. Tout d'abord, une mise en perspective dans le temps, puisque la période traitée ici, c'est 1960-2015, donc un peu plus d'un demi-siècle, et également une mise en perspective géographique, illustrée par des exemples pris dans des régions qui sont l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, les pays de l'ex-URSS, l'Asie de l'Est et du Sud-Est, ainsi que l'Afrique subsaharienne. Donc la première partie, ça sera, on va dire, plutôt des éléments de cadrage des dynamiques comparées entre régions du monde. Et la deuxième partie, c'est plus une sélection d'exemples dans les 4 régions citées précédemment. Juste un petit point méthodologique. Pour faciliter cette analyse sur une aussi longue période, j'ai découpé le monde en grands blocs géographiques à peu près cohérents. Que vous voyez apparaître ici, sachant que des fois j'ai inclus la Chine, des fois j'ai exclu la Chine, enfin tout ça sera précisé en temps utile. Voilà. Alors, sur la première partie, je vous ai mis ici un tableau de chiffres que je ne vais absolument pas commenter, c'est plus pour avoir un support. Ce que je voulais dire, c'est globalement, l'idée, c'était de regarder ce qui se passait ailleurs que dans les grandes zones de production mondiale qui ont été battues et rebattues, que sont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe, qui ont connu des évolutions de consommation intéressantes. Mais si on regarde bien, les évolutions de consommation sur une longue période ont été différentes entre ce qui s'est passé, enfin moins fortes, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans des pays d'ex-URSS, avec une croissance de la consommation de viande de volaille de l'ordre de 3% par an en moyenne, alors que dans le reste du monde, cette croissance était plutôt de l'ordre de 6-7%. Croissance de consommation totale de viande de volaille qui a 2 origines. D'une part, une augmentation de la population et, par calcul, également une augmentation de la consommation de viande de volaille par habitant, et qui est elle-même un indicateur multifactoriel avec des facteurs interdépendants qui dépendent notamment de l'urbanisation, de modifications de régime alimentaire, ainsi que du niveau de vie. Vous avez ici, cet histogramme représente la contribution de ces 2 indicateurs, des deux indicateurs à l'évolution de la consommation totale de volaille. La part qui est attribuable purement à l'évolution de la population qui figure en vert et la part qui est attribuable à l'évolution de la consommation par habitant. Et vous avez ici l'évolution par grande région, donc de gauche à droite, le monde, la Chine, l'Asie de l'Est et du Sud-Est sans la Chine, l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'Amérique latine, Amérique du Nord, Europe et ex-URSS. Globalement, ce qu'on peut constater, et pour 2 périodes, des années 60 à la fin des années 80 et des années 90 jusqu'à la période actuelle.
Globalement, ce qu'on peut retenir de ce schéma, c'est que la croissance de la population pure n'explique que 20% de la croissance de la consommation totale de viande de volaille, mais avec des différences régionales marquées, notamment entre l'Europe, où elle n'a représenté que 10%, mais la population européenne, enfin la démocratie européenne n'est pas extrêmement dynamique. Mais par contre, en Afrique subsaharienne, elle a représenté jusqu'à 30% de l'augmentation de la consommation. Mais globalement, le principal facteur explicatif, c'est l'augmentation de la consommation par habitant de volaille. Et donc, le graphique suivant représente la relation qu'il peut y avoir entre le niveau de vie moyen, mesuré par un PIB moyen par habitant, et le niveau de consommation de viande de volaille, et tout ça sur la période 1960-2015. Et le graphique a été simplifié pour le rendre un peu plus lisible. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a à peu près une relation à peu près linéaire entre, pour la plupart des régions, ce qui veut dire que plus le revenu disponible est important et plus on consomme de volaille. C'est quand même pas une grande découverte, mais ce qu'on peut constater, c'est les différences entre les régions, avec des phénomènes de saturation en Amérique du Nord. C'est pas parce qu'on a plus de revenus qu'on a 2 estomacs. Une croissance qui a été extrêmement rapide en Amérique latine, c'est-à-dire qu'une faible variation du revenu moyen disponible a entraîné une très forte augmentation de la consommation de volaille. Et l'autre phénomène intéressant, c'est cette saturation rapide en termes de consommation de volaille en Chine, où la consommation n'évolue quasiment plus. Et on le verra, c'est notamment lié à des préférences, on va dire, alimentaires, notamment pour la viande porcine. On verra, ça sera détaillé par la suite. Et enfin, le dernier phénomène, si vous avez ici la petite courbe violette, c'est tout ce qui est l'Asie du Sud avec l'Inde, où la consommation de volaille n'évolue quasiment pas, et là également pour des raisons de culture alimentaire, des raisons culturelles qu'on va détailler tout de suite. Du coup, sur ce graphique, qui est aussi également chargé, j'en conviens, vous avez la répartition des différents types de protéines animales dans la consommation totale de produits animaux, une comparaison entre le début des années 60 et le début des années 2010. Et la part de la viande de volaille, c'est ce qui est en orange tout en bas. Vous avez la viande de porc, la viande de ruminants, les abats, les œufs, les produits de la pêche et de l'aquaculture, et enfin le lait. Ce qu'il faut, et les zones, en fait, j'ai essayé de faire des zones à peu près cohérentes en termes de profil alimentaire. Ce qu'il faut regarder, c'est finalement qu'il y a certaines régions où la viande de volaille n'a pas pris une place moins importante que dans d'autres régions. C'est notamment le cas de l'Asie du Sud avec le régime lacto-végétarien qui est assez important en Inde. Mais si on regarde d'autres pays de la région comme le Pakistan ou le Bangladesh qui sont a priori moins sujets à ce régime-là, en fait, ils ont à peu près, à quelques nuances près bien sûr, les mêmes profils de consommation, en tout cas une prédominance de la consommation de lait. On a une préférence marquée pour le porc dans un certain nombre de régions, que ça soit en Asie de l'Est et du Sud-Est, où là j'ai enlevé les pays à forte population musulmane que sont la Malaisie et l'Indonésie. Mais si on regarde, il y a une forte appétence pour le porc. Et c'est également le cas de régions, c'est également le cas en Europe et dans l'ex-URSS. Donc la viande de volaille était concurrencée par le porc. En fait, là où la part de la viande de volaille a pris une part importante dans les régimes alimentaires, c'était les régions où les produits les produits des ruminants étaient importants dans les années 60. Je parle là de viande et de lait, que ça soit dans les pays du Proche et Moyen-Orient ou en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, et également en Afrique du Sud. Là, la viande de volaille a pris une part importante. Et enfin, la dernière chose qu'on peut constater, c'est sur le cas de l'Afrique de l'Ouest, finalement, la croissance de la part qu'a pris la consommation de viande de volaille est restée relativement modeste, avec notamment la concurrence forte du développement de l'aquaculture, qui fournit une protéine animale également très bon marché. Ce qu'on a pu constater, c'est que globalement, la forte croissance de la consommation de volaille a eu lieu dans 3 régions où la production n'a pas suivi le rythme de la croissance de la consommation, que sont l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et l'Asie de l'Est et du Sud-Est, régions qu'on va détailler plus tard.
Sur ce schéma, sur ce graphique, vous avez l'évolution du solde du commerce mondial. Alors le solde, c'est les exportations moins les importations, par grande région sur la période allant de 1975 à 2015. Quelques dates clés du commerce international. Année 75, développement des exportations du Brésil et de la France vers l'Arabie Saoudite, qui est le premier marché mondial de viande de volaille. En 1990, l'effondrement de l'URSS et le développement des exportations des États-Unis vers la Russie. 1994, deux événements majeurs, les accords de Marrakech qui entraînent un développement des exportations brésiliennes et thaïlandaises vers l'Union européenne notamment, et la naissance de l'ALENA avec le développement des exportations américaines vers le Mexique. Et enfin, en 2006, année qui a été marquée par une épidémie mondiale d'influenza aviaire. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a trois grandes régions exportatrices nettes, que sont l'Amérique du Nord, donc les États-Unis en premier, c'est la courbe la plus haute, l'Amérique latine avec le fer de lance du Brésil, et enfin l'Europe qui est redevenue exportatrice nette après une éclipse au début des années 2000. Concernant les régions qui sont fortement déficitaires en viande de volaille, on a tout d'abord le marché, on va dire, historique d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, enfin surtout des pays du Golfe, en fait, comme on le verra après, et qui a une caractéristique, c'est que 50% des volumes qui sont importés, c'est du poulet entier, alors que les autres régions sont plutôt importatrices de découpe, quasiment exclusivement de découpe. L'autre région fortement importatrice, c'est l'Asie de l'Est et du Sud-Est, en excluant la Chine, qui importe à peu près 2,9 millions de tonnes en 2015. Et la troisième grande région importatrice, c'est l'Afrique subsaharienne, avec près de 2 millions de tonnes importées en 2015. L'autre fait intéressant qu'on peut constater, c'est la courbe bleue que vous avez ici. C'est à partir de 2007-2008, la réduction du déficit commercial de tout ce qui est la zone des pays de l'ex-URSS, et notamment le recul des importations russes, mais ça, on le détaillera par la suite. Et enfin, la Chine, je l'ai séparée, parce que si c'est un grand importateur mondial de viande de volaille, c'est également un exportateur assez important, et où le déficit tend à se réduire également. Mais il n'importe pas, en fait, on le verra, ce n'est pas exactement les mêmes flux qui sont concernés. Je vais commencer par un des principaux marchés mondiaux que sont le Proche et Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est globalement une région qui a connu une forte poussée démographique ces 50 dernières années, passant de 150 à 540 millions d'habitants, mais surtout une modification des régimes alimentaires. Alors, si, on va dire, la part des produits végétaux consommés, produits végétaux animaux consommés n'a pas beaucoup évolué, en fait, l'évolution s'est surtout faite au sein des produits animaux, avec un poids croissant des productions hors sol, et notamment de consommation de produits d'industrie hors sol, que ça soit la volaille et le lait, et un recul des produits du pastoralisme. Et tout ça dans un conseil de ressources agricoles limitées, notamment une limitation des terres cultivables qui ne sont pas extensibles et des ressources hydriques qui sont limitées. Du coup, la plupart des pays de la région ont recours aux importations de matières premières destinées à l'alimentation animale, le maïs et le soja, mais aussi de viande dans le cas des pays du Golfe, qui par ailleurs disposent de ressources financières liées aux énergies fossiles. Et enfin, l'autre caractéristique, c'est qu'on a un basculement d'un marché de poulet entier vers un marché de découpe lié notamment au développement des chaînes de restauration locales et internationales, avec comme corollaire une marginalisation de la place de l'Europe et un développement de concurrents de Brésil et d'autres. Mais si on regarde bien en détail, on a des dynamiques sous-régionales assez différentes. Alors vous avez ici les zones où on a défini pays du Golfe, Moyen-Orient et on va dire Maghreb élargi, Afrique du Nord. Sur la zone des pays du Golfe, en fait, tout le développement de la consommation, en fait, c'est fait par un accroissement des importations. Et ce qu'on voit sur les dernières années, c'est une stabilisation du niveau de consommation par habitant à un niveau extrêmement élevé. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, le développement du marché de ces pays-là, ça sera essentiellement dû à un accroissement démographique. Et c'est comme ça qu'on peut
probablement lire la consolidation récente du leader mondial de la volaille Brazil Food dans la région, qui a racheté des distributeurs, qui a implanté notamment des usines de seconde et troisième transformation de la viande de volaille dans la région. L'autre sous-partie qui est devenue récemment importatrice de viande de volaille, c'est le Moyen-Orient, et notamment depuis 2008. Et là, malheureusement, c'est dû notamment aux conflits en cours en Irak et en Syrie qui ont fortement perturbé l'ensemble des filières de production. Et enfin, si on regarde le pays, on va dire plutôt l'Afrique du Nord, le développement des importations, en fait, tout le niveau de consommation reste relativement modeste, avec 12 kilos par habitant en 2015, ce qui est modeste comparé aux autres pays de la région, mais qui présente un potentiel d'accroissement. Et jusque-là, l'accroissement de la consommation s'est fait essentiellement par un développement de la production locale, pour une grande partie, à partir de matières premières importées. Et la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où peut se faire le développement de la production locale compte tenu d'un certain nombre de ressources qui sont limitées. L'autre fait, c'est l'émergence de nouveaux acteurs dans cette région-là, des acteurs sur les marchés internationaux, que sont notamment les pays de l'ex-URSS qui fournissent déjà les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en céréales, et des concurrents qui ont plus une proximité géographique, et notamment avec l'émergence de la Turquie, mais sachant que c'est pas automatique, il y a aussi des considérations géopolitiques à prendre en compte. Du coup, on a parlé des pays de l'ex-URSS. Je vais ici me focaliser essentiellement sur des exemples sur l'Ukraine et la Russie, qui ont connu des évolutions parallèles, avec un redéveloppement, une réémergence d'une agriculture industrielle au début des années 2000, 10 ans après l'effondrement de l'URSS, autour plutôt de grands outils verticalement intégrés, qui intègrent l'ensemble de la chaîne de valeur des grandes cultures, et souvent allant jusqu'à la distribution. Ce sont de grands pays producteurs et exportateurs de céréales et d'oléoprotéagineux, alors historiquement du tournesol et de plus en plus de soja, et qui disposent de main-d'œuvre qualifiée et beaucoup moins coûteuse qu'en Europe. Concernant, si on prend plus le cas de l'Ukraine, vous avez ici la production, on va dire, informelle de volaille informelle en bas, la production industrielle commerciale de viande de volaille en orange foncé, et la production exportée en rouge, et le développement et les importations sont en vert. Le développement des exportations ukrainiennes est assez tardif et a d'abord concerné des flux vers les pays du Moyen-Orient, notamment l'Irak, et depuis 2014, des flux de découpe, notamment de filets congelés, vers l'Union européenne à l'occasion de l'ouverture de contingents à droit de lieu dans le cadre d'un accord de partenariat économique. Et globalement, maintenant, l'Ukraine est exportateur net de viande de volaille. Le cas de la Russie est similaire, mais un peu différent. Disons que jusqu'à présent, l'objectif, si on peut dire ça, de la filière avicole russe, c'était de fournir son marché intérieur avec une position exportatrice qui reste absolument négligeable et qui reste circonscrite aux pays environnants et qui sert à faire un équilibre matière. Et un flux d'importation qui reste constant, mais c'est essentiellement des importations de Biélorussie, et les deux filières fonctionnent en parallèle avec des relations très fortes. Le développement rapide de ces filières, la réémergence d'une filière avicole industrielle dans ces pays, a été fortement soutenu par l'État, notamment par des aides aux investissements et des avantages fiscaux, avec une particularité dans la Russie, c'est une politique commerciale que l'on pourrait qualifier de dynamique, avec notamment la mise en place de contingents à l'importation en 2003 et la réduction progressive de ces contingents, des mesures d'interdiction sanitaire, notamment contre les viandes de volaille traitées chimiquement en provenance des États-Unis, et in fine un embargo en août 2014 qui a finalement acté la fin des importations, la volonté d'arrêter les importations de viande de volaille en Russie et de privilégier un développement interne de la filière russe. Voilà. Maintenant, on va
partir à l'autre bout du monde, si on peut dire, en Asie de l'Est et du Sud-Est. C'est le premier bassin de consommation, de production et de consommation de volailles dans le monde, avec, à mon sens, deux grands enjeux pour l'avenir. C'est notamment la disponibilité des bonnes terres agricoles qui se trouvent plutôt dans les plaines en périphérie des grandes villes. Or, l'Asie connaît une croissance urbaine assez importante et surtout de l'emprise des villes sur ces terres agricoles. Du coup, ce qui induit qui pourrait induire un possible accroissement de la dépendance aux importations de matières premières, notamment je pense au soja. Et l'autre enjeu majeur, c'est bien sûr la forte présence de foyers d'influenza aviaire, couplée à une population porcine dense, couplée à une population humaine dense, avec des choses qui sont déjà passées, des transmissions du virus aviaire à l'homme. Au-delà du fait que cette influenza aviaire a fortement perturbé les flux de commerce et les filières de production dans la région, notamment ce qui s'est vu avec un développement au fait que en fait, les pays d'Asie qui exportent essentiellement vers d'autres pays de la région et ça reste un commerce essentiellement intra-régional. Et les principaux flux, en fait, sont des flux de préparation cuite qui permettent d'être... En fait, c'est un mode de présentation qui a l'avantage de pouvoir être échangé même en cas de présence d'influenza aviaire dans la région, normalement. Du coup, les principaux flux, donc, c'est essentiellement Chine et Thaïlande vers le Japon et vers l'Union européenne en termes de préparation crue, de préparation à base de viande de volaille, sachant que les flux en termes de viande brute sont négligeables. C'est essentiellement de la Chine vers la Malaisie et de la Corée vers le Vietnam. Du coup, les grands opérateurs mondiaux jouent un rôle extrêmement important. En premier lieu, le Brésil. En fait, l'essentiel des importations proviennent de l'extérieur de la région. Donc le Brésil qui exporte ses pâtes vers la Chine et des cuisses désossées essentiellement vers le Japon. Les États-Unis qui exportent maintenant essentiellement vers le Vietnam, vu que suite à l'influenza aviaire de 2015, ils ont été empêchés d'exporter vers la Chine. Et enfin, l'Union européenne qui exporte essentiellement vers le Vietnam et les Philippines. Pour finir, je vais partir sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un continent c'est un exemple sur l'Afrique et plus précisément sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, une forte potentialité sur le continent africain qui devrait compter 1,4 milliard d'habitants vers 2030, avec une forte croissance de la population active, donc un besoin d'emploi, et une forte croissance de la population, avec une croissance de la population rurale, ce qui sera certes moins important que la population urbaine, mais c'est la seule région du monde où la population rurale devrait continuer à croître dans les 20 ou 30 prochaines années. En Afrique de l'Ouest, c'est une des principales zones importatrices en Afrique subsaharienne, et la production locale ne couvre que 60% de la consommation, le reste étant importé d'Europe, des États-Unis et du Brésil. Vous avez ici une carte que j'ai reprise une carte d'un atlas du CIRAD qui représente la densité de population qui est principalement localisée sur la côte entre Abidjan et le delta du Niger. Et cette zone urbaine représente les principaux débouchés du pays en termes de densité de population, mais également de niveau de revenus et d'habitudes alimentaires pour les viandes de volaille. Sauf que la côte, c'est aussi la localisation des principales infrastructures du pays, que sont notamment les ports, et vous avez ici la taille des cercles est à peu près proportionnelle au trafic qu'il y a, et des aéroports, notamment pour tout ce qui concerne les importations de génétique aviaire qui sont importantes. Globalement, c'est un ensemble de facteurs qui fait que les principaux opérateurs industriels de ces pays-là sont localisés dans la frange côtière. Le souci, c'est que les ports est un peu, on va dire, loin des zones de production. Là, je vous ai représenté à peu près schématiquement la zone de production de soja en Afrique de l'Ouest, avec des problèmes logistiques pour amener le soja jusqu'aux zones de consommation. Globalement, le port, c'est aussi les portes d'entrée des importations de viande de volaille, ce qui fait que ces opérateurs sont en concurrence directe avec des importations à bas prix des États-Unis et d'Europe. Alors pourquoi bas prix? Parce que l'essentiel de la valorisation s'est fait déjà sur les marchés américains et européens, et que donc c'est une valeur résiduelle des pièces qui arrivent sur ces marchés. Donc les deux principales portes d'entrée étant le Bénin et le Ghana.
avec des portes d'entrée secondaires qui sont notamment les pays en 2015 qui ont été touchés par Ebola. Et si on regarde un peu la structure, en fait, le niveau de développement de ces filières avicoles, on a deux pays qui ont une forte proportion, on va dire, de filières avicoles industrialisées, entre guillemets, qui est représentée ici par la part du poulet de chair dans la production totale de viande, qui sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'importent pas de viande de volaille, alors pour diverses raisons. Et le Mali et le Ghana, où on est à peu près à 20-25% de production avicole industrielle. Et enfin, tout ce qui est Nigeria et Bénin, où la production de poulet de chair est absolument négligeable. On est ici sur des filières essentiellement de pondeuses. Alors, en conclusion, la consommation de viande de volaille devrait connaître une croissance de l'ordre de 1,5% par an d'ici à 2030, c'est-à-dire un taux de croissance divisé par 2 par rapport à la croissance qu'on a connue depuis les années 2000. Cette croissance devrait avoir lieu principalement en Afrique du Nord et en Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Et il y a deux régions qui sont importatrices nettes, et à l'exception de l'Amérique latine, qui n'est pas une région, qui est plutôt une région exportatrice nette. D'où une progression prévisible du commerce mondial, mais avec une reconfiguration des fournisseurs du marché mondial. Alors, une montée en puissance des pays d'Amérique du Sud, et là j'ai mis surtout s'ils restent indemnes d'influenza aviaire, ce qui procure quand même un avantage compétitif assez important dans le cadre du commerce mondial, plutôt vers les pays d'Asie et du Proche et Moyen-Orient, et une montée en puissance des pays de l'ex-URSS. Alors là, je les vois plutôt vers le Moyen-Orient, qui, on va dire, le débouché, je ne veux pas dire naturel, mais le débouché historique de leur commerce agricole et alimentaire. Donc globalement, dans ce contexte-là, les parts de marché des États-Unis et de l'Union européenne, dont les productions, il faut savoir que ces deux pays ont des productions qui sont principalement tournées vers leur marché intérieur, qui ne vendent sur leur marché mondial que ce qu'ils ne vendent pas sur leur marché intérieur. Donc du coup, en fait, là, ça va être plutôt une contrainte d'offre, c'est-à-dire que leur marché va croître moins vite que le marché mondial, et donc mécaniquement, ils vont être amenés à perdre des parts de marché sur ce marché mondial. Et enfin, la question, ce fameux quid qui est une paresse de formuler correctement une question, il y a des forts enjeux sur l'Afrique subsaharienne, et là, la visibilité n'est pas complètement... il y a peu de visibilité. Voilà. Je vous remercie et je suis prêt à prendre vos questions. Merci François pour cette présentation bien complète, avec une belle analyse économique et du marché de la volaille, de la viande de volaille au niveau mondial. Et donc on se donne, alors malheureusement que 5 minutes, parce qu'on a un calendrier, un planning de la journée qui est serré, mais on se donne donc 5 minutes de questions avec la salle. Donc à vous la parole. Donc si vous avez des questions à poser à François, c'est le moment. Bonjour, François Zuber, CTCPA. Est-ce qu'il y a une place dans le marché mondial pour des produits labellisés de haut de gamme? Sacrée question. Sacré col. Ça laisse pantois, oui. Parce qu'on essaie de promouvoir des produits labellisés, en tout cas sur le marché européen. Est-ce qu'il y a une place, même petite, pour cette production un peu haut de gamme sur le marché mondial? Si on se fie, c'est une mauvaise réponse, mais si on se fie au fameux classement sur les milliardaires dans le monde, il y en a toujours plus. Donc il y a toujours une frange de la population qui est aisée. Mais en fait, si vous voulez, ça nécessiterait des analyses particulières. Là, dans les grands éléments que je vous ai présentés, on est essentiellement... Alors, sur des commodités, oui et non. On est plutôt effectivement sur des commodités. C'est plutôt ce qui est échangé, c'est plutôt des produits destinés à la transformation. Et là, les produits labellisés sont plutôt du ressort de commerce vraiment très intra-régional. Ça serait plutôt entre l'Europe, sur des tout petits volumes. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi, pas le détailler, mais c'est qu'il y a aussi des préférences alimentaires qui peuvent faire tout simplement une poule label française ne sera pas au goût
forcément d'un consommateur vietnamien, chinois, etc. Mais ça paraît une évidence. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce que je n'ai pas précisé sur l'Asie, c'est qu'en Asie, on a une aviculture duale. Une aviculture basée sur des souches blanches, qui sont plutôt destinés à la transformation, à la restauration en foyer, etc. C'est sur de la génétique américaine et européenne. Et une part plus ou moins importante selon les pays, de souches locales, alors à double fin, chair, etc., là, qui sont plutôt destinées à une consommation traditionnelle, un peu entière, brute. Voilà. Daniel Guémené, CISAF. Pour compléter cette question, je me demandais quelles étaient les implications de la diversité des espèces, et notamment au niveau de la Chine ou des pays asiatiques, avec les canards, les palmipèdes, et ou la dinde pour d'autres pays. Et dans ces flux économiques, quelles sont les implications de ces différentes espèces? Effectivement, ce que je n'ai pas précisé ni dans cette présentation ni dans l'article, c'est la part relative des espèces, mais sachant que l'essentiel du commerce mondial, vous l'aurez compris, c'est de la viande de poulet. Alors, de la viande de Gallus, poule de réforme ou poulet de chair. Et les flux, on va dire, d'espèces alternatives dans ce contexte-là, enfin alternatives au poulet, que ce soit la dinde ou le canard, est vraiment limité. Alors, les pièces nobles, c'est vraiment limité en général à du commerce intra-régional. Et on va dire les pièces, la matière première, les coups de dinde, les foies, les abats, etc., c'est de la protéine pas chère qui est exportée vers des marchés type certains pays d'Asie, type certains pays d'Afrique. Voilà. Donc c'est essentiellement, là on a pu, je dirais qu'on perd un peu cette spécificité espèce dans ce cadre de marché-là. On est vraiment sur de la matière première. Ça pourrait être du poulet, ça pourrait être de la dinde. Merci François, et on passe à la dernière question. Monsieur, oui. Oui, Joël Gautron, l'INRA. La question que je me posais, c'est le fait que les États-Unis et l'Union européenne ont leurs productions qui sont principalement destinées à leur marché intérieur. C'est juste un problème de compétitivité de la production de ces pays-là, ou il y a d'autres explications? C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors, il n'y a pas... Effectivement, les coûts de production sont en général, comment dirais-je, en lien avec le niveau de développement économique de la région ou du pays. Donc, alors, comment dire, le formuler clairement. Disons que ces pays-là n'ont pas eu d'intérêt à produire. Alors, à produire pour des produits spécifiques pour d'autres marchés mondiaux, que ce soit leur marché intérieur. Ils avaient déjà une base de consommateurs assez solide et surtout une base de consommateurs qui était solvable. Alors la seule exception, c'est le poulet congelé exporté vers le Moyen-Orient, qui était un produit spécifique pour un marché donné, mais on l'a vu qui était un marché historique. Donc ce qu'ils exportent, c'est essentiellement pour les États-Unis, c'est leur cuisse de poulet qu'ils ne consomment absolument pas. Et pour l'Europe, schématiquement, c'est les ailes qu'on ne consomme pas, et les deux consommant plutôt les filets de poulet, que ce soit en brut ou pour la transformation, surtout de manière croissante. Merci, merci François Calval.